Bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors, bon appétit pour ceux qui sont au petit déjeuner. Et puis, bonne fin d'après-midi pour ceux qui écoutent le live et qui sont branchés sur Facebook et qui se trouvent plutôt de l'autre côté de l'Atlantique en Europe. Une petite présentation avec Mathieu ce matin sur la journée, merci du Larsen, super, sur la journée d'hier qui était évidemment après la pluie d'il y a 2 jours, le beau temps, mais après le beau temps, le blackout et le blackout au Convention Center, au Central Hall, qui était le hall le plus important, ce qui nous a permis, nous, de nous diriger directement, après avoir contourné les obstacles des vigiles qui nous empêchaient de passer, de nous diriger directement vers un des thèmes qui a été mis en avant sur ce CES cette année, c'est-à-dire la Smart City. Exactement, beaucoup de choses, beaucoup de projets qui ont été présentés autour. Alors c'est vrai qu'on a senti qu'il n'y avait pas forcément une émulsion extrêmement forte et importante sur cet espace. Il y avait beaucoup de projets intéressants, mais c'est vrai qu'il manquait l'émulsion qu'on peut retrouver sur cet Eureka Park, où là on a effectivement déjà une très bonne ambiance, de nouveaux projets qui sont absolument sensationnels, et puis il y a quand même une super énergie, faut le dire. Et c'est vrai qu'on l'a pas retrouvé. On vous montre quelques photos de cette ballroom dans laquelle on était sur Smart City. Vous voyez que c'est un peu plus outre le décor végatien, rococo, lustre en cristal et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que globalement, ça manquait cruellement d'énergie. Mais bon, on n'est pas là pour vous parler de ça, mais c'est pas grave, on continue, parce qu'à mon avis c'est le lag qui doit pas passer, mais c'est pas grave. Donc, oui, parce qu'on voulait vous proposer... Tu m'as perturbé, cher Lionel, c'est dingue, on est en direct et tu me perturbes. Alors, donc après ce blackout, on s'est tous dirigés sur Smart City. On a vu beaucoup de projets autour aujourd'hui, hier plutôt, de la mobilité. C'est vrai que globalement, la mobilité est un sujet assez fort, assez récurrent. Il y a eu beaucoup d'annonces, on va aller du plus petit au plus gros, et celui qui nous a tapé dans l'œil, on vous l'a en partie montré hier soir pour ceux qui nous ont suivis, mais un peu de rappel ne fait pas le mal, c'est ce Segway qui est assez intéressant. C'est cette troisième version, presque ça fait plusieurs CES qu'il le présente, et qui s'est transformé presque en assistant personnel. Oui, alors le Segway devient autonome, il devient domestique, donc c'est une domestication de cet overboard que l'on connaît depuis assez longtemps, qui va permettre de vous suivre. On va pouvoir lui monter une caméra, donc qui va lui permettre de surveiller des espaces, voire même être une sorte d'adjoint de sécurité pour des équipes de sécurité. Ce Segway va aujourd'hui rentrer dans notre vie d'une façon différente d'être un simple moyen de mobilité. C'est un complément à la mobilité. D'ailleurs, ils l'ont même décliné avec une valise. Alors, une valise qui va pouvoir vous suivre dans les aéroports, qui va pouvoir vous le suivre dans les gares. Alors, par contre, on s'est posé juste la question en cas d'usage, parce que nous on aime bien toujours monter tout ça et regarder les innovations dans les cas d'usage. Imaginez-vous marcher dans un aéroport avec une valise qui vous suit. Alors les gens généralement dans les aéroports ils font attention de ne pas vous rentrer dedans. Donc ils vous regardent, sauf qu'ils ne regardent pas par terre s'il y a une valise qui vous suit. Donc d'après moi, il y a pas mal de gens qui vont se prendre les pieds, non pas dans le tapis, mais dans votre valise autonome. Alors, sans compter que vous avez peut-être vu cette vidéo qui a tourné beaucoup depuis le début de la semaine sur un malencontreux test de cette valise qui s'est tout simplement derrière, parce que ça a été testé derrière le South, si je ne me trompe pas, au niveau du Las Vegas Convention Center, et la valise s'est tout simplement barrée. Voilà, donc il a fallu courir après pour la récupérer. C'était assez fun pour la petite histoire. Sinon, on a vu aussi UJet. Alors UJet, on vous le montre ici en photo. Toi, tu as bien flashé dessus, Lionel. Alors c'est un petit joujou, bien entendu, qui se transforme également en valise. C'est un espèce de petit scooter connecté. Alors vous pourrez regarder la vidéo qu'on a postée hier, parce que l'idée c'est vraiment pas qu'on passe beaucoup de temps sur ces briefs, mais vous allez avoir effectivement un scooter pliable, connecté, avec une véritable expérience enrichie. Je crois que toi, ça t'a beaucoup plu. Le prix également. Oui. Il était bien, le prix. Alors d'abord le prix, c'était une estimation parce que le produit n'est pas encore sorti, mais ils ont estimé que la fourchette serait entre 10 et 12 000 $. Donc c'est bien pour un scooter, surtout que c'est un mini scooter, c'est pas un scooter avec un gros moteur, parce que d'abord il est électrique. Alors c'est un smart scooter parce qu'il est équipé de tous les outils que vous pourriez avoir sur votre smartphone, c'est-à-dire le pilotage avec la map, la réception de vos appels téléphoniques et tout ça piloté directement depuis les poignées du scooter, donc sans lâcher les mains du guidon de la bonne façon.
façon. Alors, une fois que vous voulez le plier, vous retirez la selle se retrouve en petite valise à roulettes, et puis le reste du scooter, vous le repliez en deux, et il se retrouve avec les deux roues avant et arrière en deuxième valise à roulettes. Voilà, une valise dans chaque main, et vous roulez avec votre scooter, vous êtes prêt à prendre les ascenseurs qui le mènent jusqu'à votre bureau. Si vous avez un grand bureau, bah voilà, vous n'avez plus besoin de payer de parking, c'est ce que j'ai dit, je crois, hier soir d'ailleurs. Voilà. Mais... Et puis sinon, bon, alors... le prix. Non, mais je l'ai dit, hein, entre 10 et 12 000 $. Entre 10 et 12 000 $. Ouais, c'est la bagatelle d'une journée de salaire. Okay. C'est ça, mais ça tu le dis souvent, ça, à croire que tu es vraiment très bien payé. Donc on a commencé par la valise qui vous suit et l'overboard, on continue par un petit scooter pour réinventer cette mobilité urbaine. On va monter un petit peu sur des projets qui sont là pour le coup plutôt des voitures, et Smart nous a présenté, enfin le groupe Mercedes nous a présenté quelque chose qui était assez étonnant sur le look. Bien sûr, c'est un nouveau look, mais avec l'intérieur, tu as toi beaucoup flashé. D'ailleurs, c'est toi qui l'as pris en photo. Je te laisse expliquer l'évolution du paradigme de la voiture dans quelques années, le jour où elle aura gagné en autonomie. Alors là, effectivement, on est sur la dernière Smart, enfin le prototype. Ce qui est intéressant, c'est vous voyez ce pare-choc totalement connecté, vous pouvez afficher les images que vous voulez, donc ce qui donne lieu certainement à des affichages dynamiques et peut-être même des communications entre véhicules qui c'est peut-être visible, hein, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas la communication entre les différents véhicules, ce qu'on appelle le V2V, le vehicle to vehicle. Et d'ailleurs, on va parler à terme du vehicle to X, c'est-à-dire une communication du véhicule, du véhicule sur d'autres éléments. Un Smart City, on y reviendra dans un instant. Lionel, vous ne le voyez pas, mais vient de me souffler quelque chose qu'effectivement j'ai anticipé comme d'habitude sur les sujets dont on parle après. Et donc, ce qui est marrant, c'est que là, il y a une disparition totale du volant. On est véritablement sur une expérience de conduite où le véhicule devient de plus en plus un lieu de vie, un lieu d'échange. Et d'ailleurs, Renault a fait une acquisition récemment, on en parlera juste après, je ne vous le dis pas tout de suite, mais dans ce sens, parce qu'après je vais me faire engueuler par Lionel. Donc voilà, donc ce qui est assez intéressant sur cette marque, justement, c'est cet aspect très expérientiel que vous pouvez vivre à bord du véhicule, où plus d'écran, plus de volant, et puis quasi uniquement des écrans, voire même plus de rétroviseurs, hein, comme on l'a vu sur la Nissan qui est juste après. Je ne sais pas si on en parle après, ça non, je crois pas qu'on avait décidé d'en parler. Et puis voilà, donc il y avait une disparition totale des rétroviseurs. Non, c'était cette photo, je suis en train juste de la chercher, voilà, celle-ci, et vous voyez qu'il n'y a totalement plus de rétroviseurs. Alors après, il y a aussi cette voiture qu'on n'a pas vu rouler, et qui pourtant fait beaucoup de buzz, un peu comme l'année dernière sur la Faraday Future. Donc là, le gros coup de cœur carrosserie de Lionel, qui va vous en parler, gros coup de cœur financier également. Oui, alors c'est une... Vous vous souvenez l'année dernière, la Faraday Future, elle s'exposait sur tous les murs du Convention Center par des affiches énormes. Ils avaient un stand magnifique, personne ne pouvait y rentrer à part quelques journalistes. Et c'est vrai, on ne l'a jamais vu rouler. Même quand ils ont fait une démonstration sur scène, on avait l'impression que c'était eux qui poussaient la voiture. Et bien cette année, on a l'émotion de chez Frisker qui se situe dans une gamme de prix autour de 130 000 €, qui est censée concurrencer en termes de puissance, en termes d'autonomie, et aussi en termes de look et de positionnement marché, est censé concurrencer Tesla. Aujourd'hui, c'est encore un buzz. Alors, on est passé de la voiture de demain version smart petite, la voiture de demain peut-être version émotion très grand et très gros budget. Il serait peut-être temps de revenir à des voitures qui sont dans la réalité d'aujourd'hui et qui s'inscrivent complètement dans cette smart city et sa mobilité urbaine pour respecter justement les problématiques de qualité de l'air, de fluidité de la mobilité, de la circulation. On sait bien que quand on est en ville aujourd'hui, on a besoin d'espace pour les voitures et donc de la voiture partagée, de la voiture qui serait une commodité. Bref, tout ça, c'est un stop que l'on a fait forcément longtemps, puisqu'on va vous en parler, c'est le groupe Nissan, Renault, Nissan, Mitsubishi, l'alliance Nissan-Mitsubishi, où d'ailleurs son PDG, qui nous a fait quelques annonces que l'on va essayer de décrypter, était revenu cette année pour en parler. Sur ce stand Nissan, on a pu y voir évidemment en priorité la présentation de la Nissan Leaf 2018, qui est la Xème évolution de la Nissan Leaf, mais qui, elle, est entièrement électrique avec des niveaux d'autonomie qui sont plus importants que les Nissan précédentes, évidemment.
Donc là, on voit le concept car, non pas de celle qui a été industrialisée et qui a commencé à être produite et qui est commercialisée depuis le début de l'année, mais effectivement, enfin, c'est le concept car de peut-être la Leaf du futur, donc avec effectivement cet aspect de vie. Alors celle-ci, il y a encore un volant, certainement rétractable, mais en tout cas avec des rétroviseurs qui sont des écrans à l'intérieur de ce véhicule, donc c'est effectivement quelque chose d'assez sympathique en termes d'expérience en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on est sur une voiture électrique qui est accessible. On est quand même sur le pionnier aujourd'hui de l'industrialisation des véhicules électriques avec 12 véhicules. Et là, on est vraiment sur des investissements. Alors, ça fait 10 ans, c'est ça qui se positionne dessus. Et on a ici, sur ce CES, cette annonce sur la Leaf qui est environ à $30 000, c'est-à-dire moins cher que la voiture Tesla qui est de toute façon qui sort pas, et peut-être l'autre qui est accessible. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté assez fun de se dire qu'il y a des constructeurs historiques qui, par cette capacité d'avoir industrialisé des processus et de s'adapter, d'être en capacité d'industrialiser des processus de production, sont plus rapides que ceux qui viennent disrupter l'usage, comme a pu le faire Elon Musk il y a quelques temps. Il continue d'ailleurs, mais bon, ce génie du marketing, ce gourou de l'innovation, on voit bien effectivement que les vieux de la vieille qui sont capables d'industrialiser ont encore une grande capacité à pénétrer le marché plus facilement. Cette annonce, effectivement, alors c'est surtout des annonces. Il a fait une annonce en termes de budget sur l'Open Innovation, ce Carlos Ghosn, jamais à bout d'une surprise, et donc il nous a parlé d'1 milliard en capital risque. Donc Carlos Ghosn qui revient cette année pour faire des annonces, et il fait une annonce d'investissement. Il nous dit que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sur 6 ans investit 50 milliards de dollars, mais en parallèle justement va investir sur 5 ans 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 200 millions de dollars par an en capital risque sur des entreprises de tech qui sont dans la mobilité, qui sont complémentaires avec ce que eux peuvent rechercher, et ils vont essayer de ne pas rater des opportunités d'alliance avec ce type d'innovation. Donc c'est de la recherche innovante décentralisée qui, pour avoir des opportunités sur toute l'Alliance, a un budget sur 5 ans d'1 milliard de dollars. Donc ça, c'était une de ses annonces, parce que pour lui, le développement en open source et en open innovation, finalement, de ces partenaires qu'il va rechercher avec ses budgets, je bafouille complètement ce matin. Extrêmement fatigué. Je bafouille complètement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un groupe comme Renault va chercher de l'innovation à l'extérieur et l'affiche clairement. Justement pour éviter qu'on parle de concurrence à proprement parler. On observe d'ailleurs globalement ce qui est intéressant dans les propos qu'il prêtait, c'était une augmentation très forte de la population mondiale et une métropolisation des transports, et surtout avec cette, notamment en parlant de la Chine, on a noté une volonté politique à travailler vraiment sur les économies, non, pas sur des économies, sur des modalités de transport qui soient effectivement non polluantes. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors en même temps, c'est aujourd'hui, en électrique, il a donné le chiffre, 1 trillion de kilomètres parcourus. Par an. Donc, dans le monde. Donc finalement, il y a encore une courbe d'évolution qui est encore importante, mais c'est énorme, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, sa vision, et tout au moins celle qu'il a présentée, c'est que on disait que la voiture c'était fini, ça ne l'est pas. On disait que ça allait disparaître, ça ne disparaîtra pas, parce que ça se transforme, c'est le lieu de vie, et c'est notamment quand on va parler notamment beaucoup dans les différentes émissions sur la tech, plus de voitures de personnel, l'économie du partage et tout ce qui va y avoir avec. On est quand même sur une vision relativement urbaine de pays développés. Donc, tous ces éléments d'expérience utilisateur, on va les retrouver à ce niveau-là. Ceci conclut la partie voiture, mais dans les voitures, dans les villes du futur, il faut continuer aussi à se déplacer. Et si on se déplace plus en Segway, si on se déplace plus en scooter, si on se déplace plus en voiture, on peut continuer à se déplacer en taxi, et on peut continuer à se déplacer notamment en taxi volant, qui était présenté sur un espace extérieur du Convention Center. Et c'est l'Holocopter qui est motorisé par les outils logiciels et traitements intelligents d'Intel,
Intel qui a fait une petite démonstration. Il a volé de quelques mètres. Paraît-il même qu'il a emmené sur 2 mètres son... Alors non, il était vide dans la démonstration ici, mais il paraîtrait qu'il aurait emmené le directeur ou le président de l'entreprise sur plusieurs mètres, mais pas sur le salon visiblement. Soit il n'avait pas les autorisations, soit il ne voulait pas prendre le risque d'un énorme bad buzz. Mais en tout cas, ils l'ont fait voler. Et Intel, évidemment, est derrière tout ça. Donc on part du plus petit, on va au plus grand, on pourrait même passer par le plus rapide, mais là on est passé très très vite, aussi vite que lui peut-être, ou peut-être pas encore, devant son stand. C'est l'Hyperloop qui va aussi s'inscrire dans les... Alors c'était le Virgin Hyperloop qui était exposé, donc Virgin Atlantic, alors apparaît les avions, l'Hyperloop. On a presque fait le tour de la mobilité du futur. Voilà. On va à son bureau avec son scooter en forme de valise et on se déplace en Hyperloop pour aller jusqu'à l'aéroport. Ça va être pas mal. Donc ça c'est la Smart Mobility finalement. On est passé de cette Smart City à un mot qui pourrait être cette Smart Mobility. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette Smart Mobility? Qu'est-ce qu'on y prend? On y récupère beaucoup de choses. Alors, on y récupère beaucoup de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'implantation de la RGPD d'ici juillet, en citant d'ailleurs très souvent les sites e-commerce comme Fnac, comme Amazon, comme des services comme Gmail, et cette capacité à récupérer sous un format qui est un format unifié, réutilisable, exploitable, totalement transverse à l'ensemble des acteurs de la tech. C'est vrai qu'on ne parle pas aujourd'hui des données qui sont récupérées au travers du transport, au travers des différents échanges que l'on pourrait avoir avec une intelligence artificielle ou avec un véhicule et qui sont stockés. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, nous laissent penser qu'il y aura aussi une vision de la RGPD à avoir dès lors que l'on va parler de récupérer l'ensemble des informations sur un modèle déjà tracé et normé, de le récupérer depuis le flux Nissan ou Renault et ensuite de le pousser par exemple chez Chrysler si on a changé de véhicule pour être sûr que Nissan, Renault ou autre ne possèdent plus de data. Donc il y a aujourd'hui une vraie dépendance effectivement de l'IA à la data parce que c'est son capital qui lui permet de travailler et d'enrichir notamment ces algos. Pour autant, posons-nous la question très clairement de la récupération de ces données dans un but effectivement de suppression de l'ensemble de ces données personnelles vis-à-vis de prestataires de services que l'on utilise. Et au Google aussi, dont on va... Il va donc falloir apprendre à l'IA à désapprendre. Puisque finalement l'IA apprend de nos données, et si on veut lui demander de retirer nos données, il va falloir lui demander de désapprendre ce qu'elle a appris de nos données. Et ce sera peut-être plus facile. Plus facile ou plus difficile? Je sais pas. Enfin, moi, à partir du moment où il y a, il faut 16 000 photos pour apprendre à savoir ce que c'est qu'un chien. Je pense que lui supprimer les 16 000 photos sera plus rapide que lui apprendre. Mais globalement, oui, ça laisse écho avec une complexification du système d'information derrière qui est sans précédent, mais qui, à mon sens, sera un super challenge. Il y a aussi Google qui frappe fort. Alors, deuxième lancement sur Google, parce qu'il a tenté le premier coup et je n'ai pas du tout répondu. Donc ça, c'est bien. Oui, Google a décidé de frapper fort. L'année dernière, comme on parlait d'Alexa, je pense que les cacahuètes leur sont montées à la gorge. Et cette année, ils ont décidé de frapper fort. Alors, ils ont mis des points Google un petit peu partout. D'abord, des points qui annoncent un énorme changement, puisqu'on en a parlé dans une précédente vidéo sur la personnalisation des agents conversationnels. Ils ont des petits noms, Alexa, Siri, d'une certaine façon c'est une manière de les humaniser. Et puis à l'opposé on avait Google qui restait avec un Google Assistant qui n'avait pas de petit nom, on l'appelait OK Google, etc. Et bien aujourd'hui on ne va plus l'appeler OK Google, on va l'appeler Hey Google. Et donc pour communiquer sur ce changement d'expression et ce changement de commande avec l'assistant personnel et l'assistant conversationnel de Google, ils ont mis des points Google un petit peu partout, alors avec des petits bonhommes. On n'a pas pris les photos, on aurait dû d'ailleurs, parce que finalement ils ont des petits hommes Google avec un petit bonnet en laine blanc avec un pompon de très mauvais goût. Ils ont fumé la moquette une fois de plus. Et pour annoncer justement ce que Google présente dans le Convention Center, à l'extérieur du Convention Center, un énorme hall qui s'adresse à qui ? S'adresse aux visiteurs de ce CES, c'est-à-dire aux professionnels, aux gens qui vont pouvoir collaborer avec son assistant personnel et avec ses outils qui se déploie d'une façon transverse. Donc la transversalité est affichée et finalement la demande ou la sollicitation de partenariat est clairement affichée. Donc Google présente dans cet espace un certain nombre de cas d'usage, de use case, qui mettent en avant toute la souplesse et tout ce que Google va pouvoir mettre
en avant et en action avec ses partenaires, et tout ça piloté par son agent conversationnel. Agent conversationnel, visiblement, que l'on n'a pas fini d'utiliser, puisque les ventes d'Alexa, enfin de l'Amazon Echo l'année dernière étaient relativement importantes aux États-Unis. On parlait d'environ 2 millions de produits vendus sur l'année 2000, c'était l'année 2016 déjà, et puis Google était à la traîne, et là les chiffres qui sont arrivés, je ne les ai pas précisément, mais montrent d'une façon très évidente, d'abord par son internationalisation et puis par la sortie du mini Google Assistant, que Google a pas rattrapé son retard, mais a largement repris la main sur le marché et est en capacité de se mesurer aujourd'hui avec Amazon et de rivaliser avec eux, d'où la démonstration de force qu'on a pu observer sur le Convention Center. Alors, évidemment, ce qui implique à la commande vocale, ce qui est inhérent à la commande vocale, c'est la prescription que fait cette commande vocale par rapport à ce que vous lui demandez. Vous lui demandez quelque chose, vous n'allez pas attendre que la réponse fasse 10 minutes, un petit peu comme le long dialogue que nous avons ce matin avec vous. Vous allez vouloir avoir une réponse rapide, c'est ce qui a fait tout le succès de Google. Et cette réponse rapide, forcément, on va sélectionner la marque. Et comment les marques vont être en capacité de se distinguer par rapport à d'autres au travers des assistants vocaux, ça c'est une grande question dont on n'a pas encore tout à fait la réponse. Tout le monde est en euphorie. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on soit complètement conscient que ces assistants vocaux sont demain des prescripteurs tellement puissants que les marques de grande consommation vont souffrir plus qu'énormément. Alors le CES, en quelques mots maintenant, finalement, là ça fait la deuxième journée que l'on se promène dessus. On commence à avoir un petit peu mal aux pieds, on commence à avoir un peu de cerne sous les yeux. Il reste encore une belle journée aujourd'hui parce que nous on repart vendredi après-midi. Donc on vous parlera encore vendredi matin pour nous et vendredi après-midi pour ceux qui nous suivent en Europe. Mais en quelques mots, tu vas nous dire, on en a noté 3 je crois, qui pouvaient assez bien résumer aujourd'hui ce que l'on a ressenti en parcourant les allées de ce CES depuis 2 jours. Merci cher Lionel. Alors je fais une transition effectivement entre un mot-clé que je vous ai dit au tout début, je me suis fait engueuler, et un mot-clé que je vais vous sortir maintenant. Effectivement, la notion de connecter est très forte, mais connecter à tout. On voit bien aujourd'hui la prolifération de l'actu, des news, des attentes, des différents use cases imaginables autour de la 5G. Donc avec tous ces éléments qui vont faire, on va parler d'ailleurs d'une priorisation des flux d'informations, pour ne pas parler forcément de neutralité, mais voilà, tous ces éléments qui font que la 5G, le réseau se déploie, une capacité à toujours envoyer plus d'informations plus rapidement et à avoir surtout du zéro latence. Et cette capacité propulsée avec le V2X, donc il va permettre tout simplement à un véhicule de pouvoir interagir avec tout un ensemble d'objets, que cet objet ce soit une route, que ce soit un feu, que ce soit un lampadaire, que ce soit un panneau de signalisation, que ce soit un péage, tous ces éléments, donc le V2X qui remplace ou qui mute en fait le V2V, c'est-à-dire la communication vehicle to vehicle uniquement. Que l'on a vu sur le stand Qualcomm, que l'on rappelle, Qualcomm qui a racheté NXP, enfin bon, qui a un énorme intermédiaire dans la transversalité des véhicules connectés aujourd'hui. OPA de mémoire sur Qualcomm qui n'a pas marché de plus de 100 milliards. C'était 110 milliards. C'était en novembre. C'était récent. Ouais, c'est monstrueux comme ça quand même. L'électrique, bien entendu, parce que naturellement, on parle des batteries, de cette capacité à toujours recharger plus vite, d'avoir une capacité d'autonomie des véhicules plus importante. Et puis enfin et surtout, le vocal. Et le vocal dans la voiture, c'est Alexa, mais pas que. C'est peut-être du Google, c'est peut-être un autre agent conversationnel. Et bien entendu, est-ce que ça n'est pas le retour du CES à ce qu'était le CES initialement, c'est-à-dire des enceintes, des télés, des écrans. Est-ce que ça ne va pas être ça qui va faire qu'on va créer véritablement un retour aux sources connectées et enrichies par la technologie qu'on voit depuis plusieurs années ici, digitale entre guillemets, mais qui nous amène à se dire qu'effectivement ce ne sera pas les enceintes sous toutes leurs formes. Est-ce qu'on a tout dit aujourd'hui ? Oui, on n'a sûrement pas tout dit parce que de toute façon, le mot tout ici n'a aucun sens. Je vous rappelle qu'il y a 4000 exposants, un peu moins de 200 000 visiteurs. Voilà, donc le mot tout n'a aucun sens. Tout est partiel et tout ce que l'on dit est sujet à être complètement remis en cause par une innovation ou par une stratégie d'alliance qui pourrait changer ou bouleverser des usages ou ce que l'on pourrait imaginer des nouveaux usages inhérents à ces innovations. Eh bien, bonne route aux nouveaux
nouveaux fabricants d'enceintes qui vont finalement s'intégrer partout, parce qu'avec les smart displays, avec ces smart cars, avec ces smart home et avec ces Hey Google par-ci ou Hello Alexa ou Siri dis-moi, on va, je crois, avoir des agents conversationnels et des petites enceintes dans tous nos objets demain. Je crois que JBL, qui est présent, je crois, quelque part, au Convention Center, je crois que JBL n'a pas de souci à se faire pour son avenir, autant en tout cas très proche. On se retrouve un petit peu plus tard, on se retrouve, je crois, c'est demain matin pour les Français, et puis nous, peut-être qu'on fera quelques lives, donc ça sera un petit peu plus tard quand on sera de nouveau dans le centre d'expo à l'hôtel Vénitiane. Merci à tous, on vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à l'ensemble de nos vidéos. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver aussi dans la rubrique podcast de l'App Store. On vous mettra d'ailleurs une grosse compilation de l'ensemble des lives que l'on a fait version audio pour que vous puissiez nous suivre directement en allant au travail dès la semaine prochaine. On se retrouve ce soir et demain matin. D'ici là, on vous dit à très vite. Passez une très bonne journée. Bye bye.